Merci à Céline Lefebvre de m'avoir invitée à parler dans ce colloque. Je suis très contente. Peut-être en tout petit préambule, je voudrais dire un tout petit peu d'où je parle, puisque moi je suis donc sociologue et anthropologue. Et à la lumière de ce que j'ai entendu ce matin, je voudrais simplement préciser que ce que je vais dire, enfin ce que je propose là, c'est une réflexion qui est un petit peu décalée par rapport à ce qui se produit, disons, classiquement, académiquement, en sociologie, en anthropologie, mais ça ne correspond peut-être pas à un décalage pour des personnes d'autres disciplines. Donc voilà, je voulais juste préciser ça pour que vous compreniez, que vous sachiez qu'il y a une forme de décalage disciplinaire, en fait, pour moi, dans ce texte. Voilà. Donc il est 9h, je suis dans l'ascenseur d'une église presbytérienne dans le centre-ville de Washington. À mes côtés se tient John, que j'ai croisé en entrant. Il est silencieux, mais garde tout au long de la montée un grand sourire édenté comme il le fait souvent. C'est un homme sec et plein d'énergie. Il a une bonne soixantaine et nous prenons souvent l'ascenseur ensemble quand j'arrive le matin et qu'il rentre de ses longues promenades matinales. J'aime ces quelques instants que nous partageons. En l'absence de mots, son sourire me donne l'impression d'être la bienvenue ici, moi qui m'y sens parfois désemparée. Mais il distille également un sentiment plus ténu, celui de partager un regard tendrement ironique sur la vie. J'entre dans la salle d'activité du centre. Au fond, vers le coin lecture, Doris et Martha sont assises dans les fauteuils près des magazines. Je m'approche, je les salue. Nous discutons un peu du temps, du menu du déjeuner, du déroulement du week-end qui vient de se passer. Parfois, la seule vision de ces deux femmes en entrant le matin me fatigue, tellement nos échanges sont écrits d'avance. Pourtant, je me sens obligée d'aller vers elles et d'entrer dans leur papotage, comme si c'était leur attente implicite et que je me devais d'y répondre et de leur être agréable. Je vais saluer Lisa, l'art thérapeute, et Dan, le travailleur social référent dans le bureau, puis me dirige vers Caril, qui est immobile, assis sur une chaise contre le mur. Il est tranquille et pensif, il m'attend. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'entretien de la semaine dernière. Nous nous installons dans la petite pièce de réunion, je mets l'enregistreur en marche et Caril revient sur l'histoire qu'il m'a racontée la dernière fois. Il y a réfléchi depuis et se dit qu'il aurait pu se battre plus quand sa femme l'a quitté et ne pas l'accepter aussi facilement. Pour lui, c'est un nouveau signe de sa passivité dans la vie. Nous comparons ensuite les prises en charge de la maladie mentale en France et aux États-Unis. Si j'en juge par l'intensité qu'il y met, les moments que l'on passe ensemble lui offrent un espace pour réfléchir qui a l'air de lui être précieux. Un peu moins d'1 heure plus tard, nous mettons un terme à notre discussion pour rejoindre les autres résidents rassemblés avec Lisa dans la salle d'activité. Aujourd'hui, c'est la session de dessin avec comme thème « Dessiner un arbre de vie ». Lisa a proposé cette idée la semaine dernière quand je lui ai présenté mon projet encore bien flou de travailler sur les histoires de vie des résidents. J'ai accepté avec enthousiasme, probablement parce que ça avait l'air de donner un contenu concret ou au moins actif à mon projet. Par contre, je ne vois pas bien à quoi pourrait ressembler un arbre de vie. Ni Lisa, ni les autres n'ont l'air de voir beaucoup mieux que moi. Cela ne nous empêche pas d'ailleurs de tous essayer pendant 1 heure de faire quelque chose à partir de cette idée mal définie, chacun à sa manière. Comme d'habitude, John fait abstraction des instructions et commence à écrire un texte en jolies petites majuscules sur sa feuille blanche. Le titre évoque Dieu aujourd'hui, c'est souvent le cas. Je me demande à quoi rime tout cela. Alors ces petites scènes sont extraites d'une expérience de travail de terrain d'environ 1 an dans un centre d'accueil de jour pour des personnes âgées ayant connu des troubles mentaux pour lesquels ils sont encore suivis. Ce sont des reconstitutions de situations réalisées à partir de mes souvenirs et des notes de terrain. Vague idée à mon arrivée, le projet que j'ai mené dans ce centre a finalement consisté à susciter des récits d'histoires et de souvenirs parmi les résidents lors de sessions de groupe, sous forme de dessins ou d'écrits. Dessiner un arbre de vie, votre premier travail, votre premier souvenir. Et j'ai aussi recueilli le récit de vie de plusieurs résidents au cours d'entretiens répétés et de discussions informelles où nous reprenions parfois à partir de la transcription de l'entretien précédent. Le projet s'est aussi concrétisé matériellement sous la forme de livrets cartonnés reprenant des photos, des dessins, des citations de leurs entretiens sur leur histoire que j'ai fabriqués pour chaque résident et que je leur ai donnés.
Les 3 personnes que j'ai singularisées dans cette introduction, John, Doris et Caril, se sont toutes engagées dans ce projet d'histoire de vie, avec moi. Elles s'en sont emparées, chacune à sa manière, et en s'engageant dans la relation que j'ai proposée. Et aujourd'hui, donc, je voudrais revenir sur ces différentes formes d'engagement dans le projet pour en tirer quelques réflexions sur l'expérience, comment on l'appréhende et comment on la rend visible. Avant ça, je vais commencer par un petit détour qui permet de mettre en perspective ce que j'ai indiqué en introduction, c'est-à-dire le décalage que je fais, disons, d'un point de vue un peu disciplinaire. Dans mes travaux sur la prise en charge psychiatrique au long cours, j'ai construit et utilisé la notion d'expérience sociale de la maladie mentale pour rendre compte d'un travail qui est donc un travail qualitatif de type ethnographique, avec des entretiens, avec des patients et des professionnels, des observations d'interaction entre patients et professionnels dans les centres de consultation et de temps passé avec les patients hors du centre. Dans ce travail de recherche, j'étais frustrée par l'opposition qui structure assez largement la littérature en sciences sociales sur la maladie, et en particulier sur les troubles mentaux, où on a d'un côté des analyses de l'institution psychiatrique et des pratiques thérapeutiques qui souvent cherchent à montrer la force du social en matière de maladie, éventuellement comme domination, comme rapport de pouvoir, et de l'autre, des analyses de l'expérience subjective du patient avec parfois l'objectif de réhabiliter ou de donner une place à l'individu dans la gestion de la maladie et éventuellement de mettre en exergue ou de souligner son rôle actif ou de résistance dans les rapports de pouvoir dans lesquels il est pris. Et ce qui me semblait important, c'était de pouvoir considérer comment ces différents éléments participent tous à une même dynamique qui suppose que la maladie soit un tout composite, qui est faite de ce qu'on dit d'elle, de la manière dont elle se manifeste, dont elle est perçue, dont elle est expliquée, mais aussi de ce qu'on fait d'elle, comment elle est traitée et de ses effets. Je voulais aussi pouvoir intégrer la gestion de ces manifestations de la maladie et de leur perception et la gestion des relations avec les soignants au sein de la situation plus large de la personne et de pouvoir les traiter comme des processus sociaux parmi d'autres dans l'histoire de la personne. Autrement dit, je ne voulais pas trop isoler ou singulariser les dimensions de la vie de l'individu liées à la maladie au sein de l'ensemble des éléments qui composent cette vie. Et c'est ça que la notion d'expérience sociale me permettait de faire en reliant différentes perspectives en anthropologie médicale. Et donc ça m'a permis, ou ça m'a semblé permettre, montrer comment la vie des personnes évoluait au gré d'un processus dynamique où l'affiliation à la psychiatrie et l'importance de la psychiatrie comme ressource dans la vie quotidienne, y compris dans ses dimensions très matérielles, dépendaient à la fois du fait que d'autres ressources sociales ou familiales étaient ou non disponibles, et dépendait aussi de la capacité de la personne à maintenir des inscriptions sociales diverses face à des ruptures que sont les crises ou les hospitalisations qui peuvent être répétées et aux symptômes de la maladie. Alors, au cours de ce travail, la façon dont les personnes donnaient à voir ou à entendre ce processus et dont le chercheur pouvait le saisir me préoccupait beaucoup, forcément, et d'un point de vue, disons, méthodologique et épistémologique. Ça renvoie à la présentation, d'ailleurs, qui a été faite juste avant la pause. Les sciences sociales se sont appropriées les réflexions sur l'expérience subjective et sur le récit, pour, disons, souligner le fait qu'il ne va pas de soi, que susciter et recueillir une histoire de vie est forcément une coproduction et qu'elle dépend du contexte. Au caractère situé du récit s'ajoute une caractéristique propre aux troubles mentaux, ou disons particulièrement saillante dans les cas de troubles mentaux, qui est que la personne peut parfois dévier plus ou moins fortement des règles de base de l'interaction et du récit, que ce soit lié à des pensées délirantes ou à des difficultés cognitives, et que donc ça oblige à un travail de la part de l'interlocuteur, donc en l'occurrence la chercheuse, de reconstituer la cohérence ou le sens des paroles qui sont recueillies, quand elles sont trop éloignées disons, du commun, d'une interaction normale, entre guillemets. Et donc, pour aborder l'expérience sociale de la maladie mentale, j'ai intégré ces préoccupations, par exemple en répétant les entretiens avec les mêmes personnes, ce qui me permettait de multiplier les perspectives de la personne sur les récits d'événements de son passé, et de reconstituer les positions subjectives multiples
comme patient, comme individu ayant un trouble mental, comme personne engagée dans une dynamique de récit de vie. Et j'ai essayé de tenir ensemble ces différentes dimensions, y compris celle de l'engagement mutuel et qui évolue entre la chercheuse et l'enquêtée. Et dans cet effort, une des choses qui m'a particulièrement marquée, c'est la prégnance des attentes en termes de normes sociales, que ce soit celles que chacun porte, celles qu'on perçoit de la part des autres, de ses proches, ou de l'interlocuteur présent, et que, autrement dit, dans ce que disent les gens de leur vie dans une discussion, la justification vis-à-vis de ces attentes, ou le jugement, l'auto-jugement par rapport à ces normes, sont extrêmement présentes, même si elles ne le sont pas forcément très explicitement, et que donc on raconte sa vie toujours en se justifiant de ce qu'elle aurait pu être, et de la distance qu'elle a avec ce qu'on aurait pu penser ou ce que d'autres pourraient penser qu'elle aurait dû être ou pu être. Et donc ce sont ces préoccupations sur la production du récit sur lesquelles je voudrais revenir aujourd'hui, à partir d'une réflexion donc, sur le projet d'histoire de vie que j'ai mentionné au début et que j'ai mené par ailleurs indépendamment des recherches là, que je viens de citer. Donc, je voudrais me centrer sur les dynamiques entre l'engagement de la chercheuse et de la personne et sur le produit de cette rencontre, mais en décalant un peu la question et en la posant pas par rapport aux questions en termes méthodologiques ou épistémologiques, mais en essayant plutôt de réfléchir à partir d'une expérience donc, de recueil de récits sur ce qu'il importe de dire et de montrer au terme de cette expérience donc menée avec des personnes dont je vais vous parler un peu plus longuement maintenant, qui amènent à produire des choses qui va constituer le matériau du sociologue et de l'anthropologue. Qu'est-ce que, au final, il est important, qu'est-ce qu'il importe de dire ou de montrer de cette expérience partagée. Donc je vais évoquer Caril, Doris et John pour réfléchir à la relation spécifique qui s'est établie avec chacun d'eux. C'est un peu des cas. Je ne sais pas quel type de cas il s'agit, mais c'est en tout cas 3 cas. 3 relations différentes et essayer de montrer en quoi les relations différentes qui se sont nouées avec ces 3 personnes ont aussi produit des récits qui diffèrent, que comme le produit de cette rencontre et de donc, cette relation différente est un récit et la nature du récit diffère en fonction de ce qui s'est passé entre nous et de la manière dont ils se sont saisis de ce que je leur proposais. Voilà, donc je vais décrire successivement chaque espace de rencontre et le récit qui lui est associé. Caril, par qui je vais commencer, était grand et maigre. Il marchait doucement, légèrement penché comme un vieil homme. Il ne faisait pas la conversation, mais s'engageait dans des discussions. Lors de nos longues sessions d'entretien enregistrées, il semblait trouver en moi une partenaire pour avoir de vraies discussions sur la culture et l'art, l'histoire et la philosophie. Et également, il se saisissait des entretiens pour parler de sa vie et en faire un outil d'introspection. Et donc, d'une séance à l'autre, il revenait sur un souvenir évoqué et en proposait une autre analyse. En d'autres termes, l'espace de discours que je partageais avec Caril était réflexif. L'histoire de Caril commence avec son enfance en Guyane britannique. Il est né aux États-Unis, mais sa mère le confie avec son jeune frère à ses grands-parents après son divorce. Il grandit dans une famille pauvre, mais a l'opportunité, malgré cela, d'aller au lycée grâce à ses bonnes notes et au soutien de ses grands-parents. Cependant, il doit s'arrêter pour travailler à 16 ans. Sa mère, elle, vit à Seattle, où elle a un emploi de secrétaire, et il ne la revoit qu'à 18 ans quand il la rejoint aux États-Unis. Il garde un souvenir très vif de son arrivée aux États-Unis, qu'il décrit comme la découverte de l'agressivité des Noirs africains-américains des États-Unis, qui lui font prendre conscience, par contraste, lui qui est également noir de peau, de sa propre passivité envers la vie. D'après lui, cette passivité est celle des Noirs de Guyane britannique, soumis aux Anglais et à la reine, et qui savent rester à leur place. Son récit se poursuit dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, où il passe un temps assez court, loin des combats, mais qui lui offre l'opportunité d'étudier la psychologie à son retour à l'université grâce au GI Bill. Après cela, l'histoire de ses 2 mariages de courte durée et de sa venue sur la côte Est sont intriquées avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie et avec une distanciation de plus en plus grande d'avec la vie, qui est la façon dont il décrit sa maladie.
Une des interrogations récurrentes de Caril, lorsqu'il raconte son passé, concerne l'influence qui a eu la maladie, justement. Sa vie aurait-elle été différente sans la maladie, et si oui, comment ? Cette question est entremêlée à un récit typique des personnes connaissant des troubles mentaux graves, qui décrit le délitement progressif au fil des ruptures que sont les crises et les hospitalisations, des différentes inscriptions sociales et les réajustements successifs qui dessinent une trajectoire sociale descendante. Sa femme qui demande le divorce pendant qu'il est hospitalisé parce qu'elle devait vivre sa vie, lui perdant son travail et sa mère l'aidant à trouver un emploi aidé, son intégration progressive dans un mode de vie aidé ou soutenu est tout aussi typique depuis les 30 ans qu'il passe finalement dans l'équipe de nettoyage d'un hôpital jusqu'à l'appartement associatif où il réside et le régime de 10 cigarettes et $1 par jour auquel il se soumet aujourd'hui, au moment où je le rencontre, de bonne grâce, en remarquant qu'il est devenu trop dépendant pour vivre tout seul. Car il se pose aussi souvent la question du pourquoi. Pourquoi la maladie ? Pourquoi lui ? À chaque fois qu'il aborde une période de sa vie, il soulève des hypothèses. C'est le fait d'avoir été élevé par ses grands-parents ou que sa mère l'ait laissé quand il était très petit et d'avoir grandi sans la voir, en lisant seulement ses lettres, ou encore c'est sa faiblesse de caractère dans un pays agressif. Dans les questions de Caril, on peut voir les inflexions de sa trajectoire qui aboutissent à sa situation actuelle. À différents moments dans sa vie, ses attentes ont été frustrées ou n'ont pas pu se réaliser et ont dû être abandonnées et ont dû être réévaluées en fonction d'un nouveau champ des possibles. Quand il est allé au lycée et a dû arrêter pour travailler, quand il est venu aux États-Unis et qu'il a commencé à y travailler mais a dû abandonner parce qu'il n'y arrivait pas, quand sa femme l'a quitté parce qu'il était hospitalisé et s'était trop éloigné d'elle. Les éléments liés à sa maladie et ceux qui relèvent des ressources sociales, culturelles et économiques et des opportunités de vie sont intriqués et participent tous de façon relativement indifférenciée à infléchir son parcours. Au bout du compte, au moment où il me parle, et alors même qu'il évoque ses regrets, il se présente également comme étant tout à fait satisfait de son arrangement de vie, y compris quand il souligne qu'il est maintenant dans une dépendance dont il n'a plus l'espoir qu'elle change. Alors Caril ne s'entendait pas bien avec Doris, qui était un personnage dans le centre. Elle parlait trop fort pour lui et avait des opinions sur tout. Elle avait aussi l'air un peu limitée intellectuellement, ça c'est pas lui qui le dit, c'est plutôt moi. Impression renforcée par ses manières très enfantines. Nos entretiens formels étaient très courts. Elle avait l'air gênée, peut-être parce que face à mes questions, ses souvenirs étaient épars et incomplets. La plupart de ses souvenirs étaient tellement flous qu'ils semblaient se mélanger. Par contre, nous avions d'assez longues discussions à bâtons rompus, où elle revenait longuement sur certains épisodes dans des récits où se mêlaient dureté de la vie, combat et survie. Quand nous discutions, Doris m'appelait « mon cœur ». C'est la traduction que j'ai trouvée pour « honey », qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Toutes les 2 phrases. Elle me traitait comme une petite fille à qui elle aurait apporté quelques leçons de vie, mais aussi raconté comment les choses étaient de son temps. Notre arrangement tacite tournait autour de la transmission. Son histoire est pleine d'une énergie de vivre et de se battre, et la réflexivité en est absente. L'histoire commence en 1929 à Mount Carmel, dans l'Illinois, où Doris a grandi dans une famille nombreuse et avec une mère qui ne voulait pas d'elle, qui le lui a souvent répété et qui l'a traitée différemment des autres depuis sa naissance. Même si Doris n'a jamais compris les raisons du comportement de sa mère envers elle, elle a réussi à vivre malgré lui. Après les premières années de travail de Doris, assez jeune, son histoire part à l'ouest quand elle décide qu'elle veut voir du pays et qu'elle part y travailler. Quelques années plus tard, elle revient en Illinois car sa famille lui manque et elle s'attend à ce que les choses aient changé avec sa famille, mais elle se voit internée à l'asile par cette même famille. Elle semble rester un certain temps dans la région, d'abord quelques années à l'asile, puis dans un foyer où elle est si malheureuse qu'elle finit par organiser sa fuite. Cette fois-ci, elle part à l'est, à Washington, où elle ne connaît personne, mais s'installe finalement après un séjour dans le grand hôpital psychiatrique local St. Elizabeth's. Elle insiste sur le fait que les gens ont été gentils avec elle à Washington et qu'à l'asile, ils l'ont sauvée. Ce qu'elle veut dire, ou ce que je comprends qu'elle veut dire, c'est que les psychiatres l'ont soutenue et aidée quand sa famille et les autres l'ont laissé tomber.
Après sa fuite, elle a connu des moments très difficiles et aller à l'hôpital psychiatrique lui a été d'un très grand secours, ce dont elle est reconnaissante parce que c'est ce qui lui a permis finalement de s'en sortir. Pour autant, il n'y a pas de trouble mental dans l'histoire de Doris. Elle est entrée à l'asile à la suite de dynamiques familiales complexes, qu'elle m'a expliquées, et quand elle décrit ses actions, ses sentiments, sa situation, elle est elle-même la même que celle qui me parle. Cela est aussi très fréquent dans les récits de personnes qui ont été des patients en psychiatrie, et quelle que soit la manière dont on choisit de qualifier ça, que ce soit en termes de déni, de perte de mémoire et autres troubles cognitifs ou de réaction à la possible stigmatisation, la confrontation entre l'absence de référence à la maladie et la présence d'expériences et de caractéristiques de vie qui lui sont clairement associées place un non-dit très prégnant au cœur de notre échange. Alors, au cœur de mes échanges avec John, il y avait plutôt ses écrits. Pendant les séances artistiques, quel que soit le sujet ou la consigne, il passait son temps à écrire sur de grandes feuilles de papier à dessin en petite capitale. Au total, j'ai réuni plus de 50 de ces petits écrits qui ont souvent un titre comme « Ma vie » ou « Quand j'étais jeune », mais aussi « Le temps » ou « Pourquoi ». Ces écrits mêlent l'évocation d'événements ou de périodes de sa vie passée avec l'évocation de Dieu et de Jésus. Ils sont répétitifs, mais tous différents. À quelques reprises, j'ai réussi à l'entraîner dans des entretiens plus formels, qui étaient toujours courts, auxquels il se prêtait volontiers en répondant à mes questions sur son histoire, sans jamais trop s'éloigner de sa ligne narrative principale, qui était centrée sur sa mission de répandre la parole de Dieu. Du coup, le récit de John est moins développé dans sa forme que les deux autres. Pourtant, il est cohérent et peut être raconté comme une histoire. Cette citation, donc, qui reprend l'entièreté d'une feuille rédigée par John avec son titre, est extraite du premier écrit qu'a réalisé John au début du projet. Donc celui-là, je ne l'ai pas traduit. Il reprend plus ou moins les 4 périodes que John mentionne dans tous ses écrits. Dans la première, quand il grandit, il manque l'école et l'église et il fume, même s'il souligne que sa grand-mère qui l'a élevé lui a appris à distinguer le bien du mal. Pendant la seconde période, il est dans la Navy, c'est là qu'il voit le vaste monde tout en continuant à être le diable, en buvant et en jouant beaucoup. Lorsqu'il quitte la Navy, en partie à cause d'une blessure à l'oreille qui le laisse à moitié sourd, il vit avec différents membres de sa famille, fait des petits boulots et passe un moment en prison pour vol. La 4e période commence avec son admission à l'hôpital St. Elizabeth's à Washington. Il y entre parce que personne dehors ne veut l'écouter quand il parle d'être Dieu avec les mots de Dieu. Il apprécie le fait qu'on le laisse prêcher à l'hôpital où, dit-il, donc je cite, « J'avais une bonne opinion de moi, je pensais Jésus, Dieu et moi, je le pense toujours ». Il ajoute que les patients écoutaient à l'hôpital, les psychiatres n'écoutaient pas, j'ai dû leur apprendre. Alors, l'histoire de John mêle des éléments de sa vie sociale et familiale avec l'évolution de sa relation avec Dieu, qu'il présente aussi comme une quête pour savoir qui il est. C'est une histoire de rédemption, puisqu'il a été le diable pour finir par agir comme Jésus. Pourtant, et il me semble que c'est ce qui est intéressant là à souligner, quand il se réfère à son attitude divine actuelle, c'est toujours en maintenant une ambiguïté entre un usage qui serait explicitement métaphorique et un usage littéral. Et donc, finalement, on ne sait jamais tellement dans quel registre il est quand il mentionne ses rapports très directs avec Dieu. Pour conclure, que trouve-t-on dans ces récits reconstitués ? Donc là, je vais jouer à un jeu un peu des différents, d'emprunter, de mettre dans la peau de différents personnages. Un sociologue ou un anthropologue médical serait sensible dans ces récits à la présence de traits caractéristiques de l'expérience sociale de la maladie mentale. Il remarquerait la façon dont Carril cherche les causes et les significations possibles de la présence de la maladie dans son parcours. La façon dont Doris ne reconnaît aucune dimension pathologique dans son expérience de vie, la maladie n'apparaissant que comme une accusation de la part d'autrui plutôt mal intentionnée.
dans la façon dont John mobilise subtilement ses pensées délirantes comme des ressources pour définir ce qu'il est et quelle est sa position sociale actuelle. Le même anthropologue médical pourrait être intéressé par la manière dont, à la fin d'une vie, les manifestations de la maladie et les contacts avec les lieux de prise en charge psychiatrique sont inclus et presque mélangés dans un ensemble plus vaste d'événements de vie, où il côtoie un ensemble d'autres événements significatifs, tout particulièrement dans un contexte de faibles ressources économiques et sociales. Il pourrait être surpris que la psychiatrie, et tout particulièrement l'hôpital psychiatrique, constitue une ressource sociale aussi importante, que ce soit pour trouver un logement ou un emploi. Cette ressource a eu un rôle déterminant dans la vie de la plupart des personnes que j'ai rencontrées, qui étaient issues de milieux sociaux particulièrement défavorisés et dont les trajectoires sociales étaient aussi particulièrement difficiles. Au final, il pourrait se dire que ces histoires parlent autant des manières de gérer la maladie et le soin en santé mentale que des intrications entre événements historiques et contextes sociaux dans les vies individuelles. Ces récits évoquent pêle-mêle l'émigration de travail entre les États-Unis et une colonie britannique des Caraïbes dans les années 30, la conscience d'être noir mais pas africain-américain de Caril dans l'Amérique des années 50, très marquée par le mouvement des droits civiques. La jeunesse de Doris nous parle du fait d'être blanche dans une ville pauvre et rurale du sud des États-Unis, de la vie dans les asiles à l'ancienne, et elle présente un cas de migration des États du sud vers Washington qui a été massive au milieu du siècle. Plus généralement, un anthropologue ou un chercheur en sciences sociales serait sensible à l'importance de tenir compte du contexte de la rencontre pour saisir la position de sujet que ces individus adoptent. Donc il y a un cadre général à cette rencontre que je n'ai pas encore vraiment souligné, qui est que ce sont toutes des personnes âgées qui ont largement dépassé 60 ans, dont le mode de vie est stabilisé entre leur logement souvent aidé et le centre d'accueil de jour, et dont personne n'attend, en raison de leur âge, qu'ils aient une perspective autre dans l'avenir qui pourrait se traduire en termes de projet, dans un projet de vie personnel. Et en ce sens, ils se situent d'une certaine manière au-delà du soin, au moins pour la part qui comprend, disons, projet et réhabilitation sociale et la dimension, disons, dynamique. Leurs soins consistent en un traitement médicamenteux et un rendez-vous régulier chez le psychiatre, au même titre que leur suivi somatique, qui est d'ailleurs parfois plus important. Et dans ce cadre, ils doivent trouver une position d'où ils pourront raconter leur histoire, lestée de leur situation présente. Et donc, avec l'impossibilité de, disons, de remettre à plus tard et au futur ce qu'ils n'ont pas fait ou ce à quoi ils n'ont pas, ce qu'ils n'ont pas réalisé encore aujourd'hui. Dans ce cadre, il faut aussi tenir compte évidemment de ma propre position et approche du projet et le grand flou de mes objectifs de recherche initiaux sur lequel j'ai insisté au début me semble important parce que effectivement ça leur laissait une grande latitude dans la façon de se saisir de ma proposition ou pas et d'en adapter les termes. Dans ce contexte, pour résumer la façon dont ces trois individus mettent en scène et en intrigue leur récit, on pourrait dire que l'histoire de Caril est racontée comme une réflexion sur sa vie passée qui vise à comprendre pourquoi il est là où il est. L'histoire de Doris est un récit plein d'énergie et d'ardeur combative et se structure autour du fait de résister aux duretés de la vie. Et l'histoire de John raconte sa rédemption et sa posture actuelle dans la vie qui est celle d'un missionnaire chargé de délivrer un message de paix. Enfin, un lecteur lambda ou un auditeur lambda pourrait être un peu insatisfait de la façon dont les récits reconstitués et commentés que je viens de vous décrire donnent à voir ou rendent compte de ce qui s'est passé au cours de ce projet. Si je peux sans difficulté me mettre dans la peau des deux premiers chercheurs, je partage l'insatisfaction du lecteur lambda. Et de fait, outre la reconstitution de récits, il y a une autre production qui est prise en photo ici, issue du projet que j'ai évoqué en introduction et qui sont les livrets. Donc comme je l'ai dit en introduction, à la fin de mon année de présence au centre, j'ai rassemblé différents matériaux qui étaient associés à chacune des personnes qui s'étaient engagées dans le projet. Je suis allée chercher dans les armoires de la salle d'activité des dessins réalisés lors des sessions artistiques, des écrits réalisés dans les sessions d'écriture. J'ai recueilli des photos, soit personnelles, soit prises au centre. J'ai sélectionné des extraits des transcriptions d'entretien
pour rendre au mieux le style de chacun et leur manière de raconter. J'ai ensuite organisé ces éléments qui étaient disparates pour chacun et je les ai collés sur une sorte d'accordéon cartonné. Voilà. Dont vous voyez là quelques exemples. Et avant mon départ, j'ai remis à chaque résident ces traces de notre rencontre et de notre engagement mutuel, fabriqués à leur intention et qui leur revenaient. Et pour donc terminer, je voudrais juste conclure sur le fait que ces livrets me semblent importer tout autant que les récits comme produits et traces des paroles échangées et moments partagés, mais aussi finalement comme histoire de vie et expérience de ces personnes que vous voyez là sur la dernière photo. Et je vous remercie. Bon, ben, je vais dire quelques mots avant d'ouvrir la discussion à la salle. Peut-être tout d'abord le fait que tu aies proposé ici, à la fois dans le texte que j'ai lu, puis dans l'exposé que tu viens de faire, quelque chose qui est aussi assez émouvant. Alors, j'ai eu le privilège de lire le texte de Livia, et donc je l'ai déjà cuisiné sur un certain nombre de choses sur lesquelles elle a bien voulu revenir en début de son exposé, notamment une notion qui avait beaucoup retenu mon attention, celle d'expérience sociale de la maladie mentale, et dont tu as bien voulu effectivement éclairer la signification et les enjeux au début de ta présentation. Alors, de ce fait, ce que j'aimerais aborder, c'est peut-être 4 points, donc à la lumière de ce que tu viens de dire. Le premier, en fait, c'est qu'en t'écoutant, moi j'ai eu le sentiment que tu refusais de façon très déterminée de réduire ton terrain et les récits qui s'étaient constitués au fil de tes rencontres avec ces patients à des matériaux d'écriture. On a quand même effectivement, à travers l'usage des photos, la réalisation de ces livrets, la perception en tant que lecteur lambda qu'on est loin d'une simple manière de négocier ta présence dans le centre au quotidien pendant cette année. Et j'aimerais bien revenir sur ce point pour toi et le sens que ça a. Effectivement, de ne pas considérer ces récits comme du matériau et de rendre compte d'une certaine manière de ce refus à travers la manière dont tu écris, dont tu mets en scène à travers tes articles ou tes ouvrages. Donc, effectivement, les photos, le récit, ton expérience, ta relation avec chacun d'eux. Le second point qui est un peu dans le sillage de cette première interrogation, c'est que par rapport à une réponse qu'on pourrait donner à cette première question, qui est par exemple celle que j'ai trouvée sous la plume d'un anthropologue qui s'appelle Johannes Fabian, qui est ne pas réduire, ne pas cacher cette part-là, et puis même plus que ça, en faire l'élément constitutif du travail de l'anthropologue. Je me trompe peut-être, mais j'aimerais t'interroger sur le point suivant, c'est que j'y ai vu une forme d'engagement aussi de ta part, et que j'aimerais bien effectivement qu'on revienne sur ce terme. Est-ce que c'est un terme que tu reprendrais à ton compte ou pas du tout ? Est-ce que c'est un engagement en tant que chercheuse ? Et si oui, à quelles questions, à quel désir il répond en fait dans ta pratique de l'anthropologie ? Parce qu'il me semble que ce n'est pas un projet anodin que tu as exposé dans le cadre de ce centre qui prend en charge au quotidien, c'est ça, mais pas sous forme de séjour permanent des personnes âgées et dépendantes. Il me semble qu'en leur faisant raconter leur histoire de vie de façon à mettre en valeur le fait que ce ne sont pas des personnes qui sont seulement malades, mais qui ont aussi toute une histoire de vie dans laquelle la maladie prend place, mais qui n'est pas nécessairement la note dominante. Je trouve que ce n'est pas un projet anodin, notamment par rapport à l'idée, peut-être un peu naïve, que je peux me faire de l'exercice de la psychiatrie, qui serait de faire émerger ou réémerger le sujet, de tenir le fil d'un sujet. Donc je voudrais savoir comment tu te situes par rapport à ça. D'une part, tu arrives en tant qu'anthropologue, en tant qu'intervenante extérieure, à côté d'un projet de soins qui peut aussi viser le sujet, mais peut-être d'une manière différente. Donc j'aimerais bien revenir sur ce point. Et te demander aussi, puisque tu nous as parlé des patients et de ta relation avec ces patients-là, mais quel a été l'accueil de l'équipe soignante tout au long de l'année, pas face au résultat final, mais aussi face à ta démarche. Et puis, dernière peut-être interrogation,
J'ai été très frappée par le contenu des 3 récits, en plus très différents que tu nous as présentés, où il est question de raison d'agir, mais pas seulement, et où justement ce que tu as très bien mis en valeur à travers, ce qu'ils ont très bien aussi mis en valeur à travers leurs récits, et la différence entre ces récits, c'est qu'on n'était pas toujours dans un discours de justification de mon action, de raison d'agir, chose qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre parler dans le domaine de la décision médicale et du soin médical stricto sensu, où pour rendre compte d'une décision, on va donner ses raisons d'agir, ses normes, ses principes, ses valeurs, ses paramètres de décision. Et donc je trouvais que c'était extrêmement intéressant parce que on avait là des récits de vie qui sont beaucoup plus riches, qui en plus, effectivement, comme tu l'as dit à la fin, ne sont pas associés à la nécessité de définir un projet de soins ou de vie. Donc là, on a vraiment effectivement l'apparition d'une personne et pas seulement d'un être malade ou d'un sujet, je ne sais pas quel terme tu aurais ta préférence. Et de ce fait, en fait, je me disais, oui, on pourrait essayer de réfléchir à ce qu'apporte ce type de récit et de relation qui rend possible ces récits, y compris dans un cadre médical. Donc quand tu dis on est au-delà du soin, moi je veux bien, mais ça m'a pas gêné dans l'économie de ton exposé, mais j'ai trouvé ça presque dommage pour nous qui essayons de réfléchir effectivement à l'idée de la personne en médecine, au processus de subjectivation, parce que finalement on pourrait peut-être essayer de tirer profit de ce type de configuration et des récits auxquels ça donne lieu, y compris dans le cadre du soin médical. Stricto sensu, j'entends, voilà, pour être un peu caricatural.